Ok, très bien, ça enregistre. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, c'est un webinaire avec un thème un petit peu particulier. Le thème, c'est la pâte à crêpes. Alors, vous devez probablement vous demander pourquoi est-ce que on va parler de pâte à crêpes aujourd'hui. C'est tout simplement pour pouvoir illustrer que dans les crêpes, on a besoin d'ingrédients pour que ce soit de bonnes crêpes. De la même manière que dans sa démarche RSE, on a besoin d'ingrédients RSE pour que ce soit une démarche réussie. Donc, un petit mot rapide sur la présentation de Rupture Engagée. Donc, moi, je suis Marion Martinez, je suis la fondatrice de Rupture Engagée que j'ai créée en 2019. On est une société de conseil en RSE qui accompagnons les TPE et les PME dans la sensibilisation de leurs collaborateurs, la structuration de leur démarche, le déploiement de cette démarche et aussi la communication, la valorisation de chacun. On est situé à La Rochelle et à Nantes et on répond à ces besoins de structuration et de déploiement de démarches RSE. Hop. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons parler des points communs entre la RSE et la pâte à crêpes. Je me permets de faire un rappel rapide sur qu'est-ce que la RSE, parce que je pense que tout le monde sait déjà ce que sont des crêpes, mais est-ce que vous savez ce qu'est la RSE? Je vais vous l'expliquer rapidement. C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Concrètement, c'est l'application du développement durable en entreprise. Et le développement durable, contrairement à l'idée reçue que l'on peut avoir, ce n'est pas qu'une dimension environnementale, c'est l'articulation d'une dimension environnementale, mais aussi sociale et économique. Donc, mettre en place une démarche RSE, c'est chercher tout simplement à avoir un impact positif sur notre environnement global, composé de la nature, mais aussi des gens, et de réduire l'impact négatif que l'on a sur cet environnement composé de la biodiversité et de nos parties prenantes. Donc, de nombreuses entreprises mettent en place aujourd'hui une démarche RSE et il me semblait important de rappeler qu'il y avait des ingrédients indispensables à mettre dans sa démarche RSE pour qu'elle puisse réussir. Et moi, je considère qu'une démarche RSE réussie, c'est une démarche qui est efficace, c'est-à-dire qu'on a des résultats concrets, on peut vraiment mesurer la valeur ajoutée que l'on crée grâce à la RSE, mais aussi une démarche rentable, c'est-à-dire que le temps, l'argent et l'énergie qu'on investit dans la RSE, on en trouve un retour sur investissement, que ce soit par exemple avec des collaborateurs moins absents, moins de turnover, facilité à recruter, se différencier des concurrents, répondre à des appels d'offres, etc. Donc, c'est parti. Quel point commun entre la RSE et la pâte à crêpes? Je pense que le premier point commun, c'est qu'on peut trouver plein de manières différentes de réaliser sa pâte à crêpes. Vous voyez, quand on tape recette pâte à crêpes sur Internet, je vous ai mis que 2 screenshots, mais je pourrais évidemment faire des pages et des pages de recettes pour faire sa pâte à crêpes. Chacun a sa petite méthode, ok? C'est un peu comme en RSE finalement. On ne peut pas dire qu'il existe une seule et même recette, parce que chaque entreprise, en fonction de ses moyens, de ses objectifs, de son secteur d'activité, de sa taille, va avoir une démarche RSE spécifique. Donc là, c'est le premier élément à noter, c'est qu'il y a peut-être plein de manières de cuisiner des crêpes, de la même manière qu'il y a plein de manières d'avoir une démarche RSE, mais on va voir tout de suite qu'il y a 2 impondérables, c'est-à-dire 2 éléments qui sont vraiment indispensables pour réussir sa pâte à crêpes, ou bien vous l'aurez compris, sa démarche RSE. Le premier élément, c'est la liste des ingrédients. Pour les crêpes, comme pour la RSE, on a des ingrédients qui sont indispensables et que l'on doit absolument intégrer. Peu importe la recette, on aura toujours besoin des basiques qui sont par exemple les œufs, la farine, le lait, l'eau. On ne peut pas vraiment faire sans ces ingrédients indispensables. Alors, évidemment, on peut avoir des variantes. Vous avez peut-être parfois vu des crêpes avec du lait végétal plutôt que du lait de vache, mais on ne peut pas supprimer
tous les ingrédients. On est bien obligé soit de les remplacer, soit de trouver une alternative, mais on a quand même des ingrédients indispensables à mettre en place si on veut que notre pâte à crêpes soit réussie. Le deuxième impondérable, c'est d'avoir une méthode et des étapes. Je vous prends un exemple. Si on verse nos ingrédients, mais qu'on ne remue pas, qu'on ne bat pas notre pâte, on ne va jamais pouvoir la cuisiner. Et si jamais on verse la pâte dans la poêle sans l'étaler ou sans l'articuler de manière à ce que toute la poêle soit couverte, on ne va pas se retrouver avec des crêpes. Donc, c'est vraiment deux choses que je voulais vous partager. C'est qu'en RSE aussi, on a des ingrédients indispensables que l'on doit mettre dans la recette, qui sont des impondérables et qu'on ne peut pas éviter, qu'on a absolument besoin d'intégrer. Donc, c'est ce que l'on verra juste après. Et on a aussi une méthode et des étapes à suivre, même si évidemment on peut peut-être les personnaliser par rapport à comment on veut s'organiser par rapport à nos objectifs et nos enjeux. Il n'empêche qu'on ne peut pas faire de la RSE n'importe comment et qu'il y a des étapes à suivre. Alors, je vous propose que l'on parle tout de suite des ingrédients indispensables. Je vous en ai cité quelques-uns. Le premier ingrédient indispensable, c'est évidemment une équipe projet. C'est peut-être la seule différence avec les crêpes, parce que les crêpes, on peut les cuisiner tout seul. En revanche, souvent, on mange les crêpes en équipe. Bon, on va reprendre un petit peu cet exemple-là. Une démarche RSE ne peut fonctionner que si on a une équipe projet qui contribue à la démarche RSE. Moi, je dis souvent qu'on a besoin de l'impulsion de la direction et de l'implication des collaborateurs. Alors peut-être que vous êtes ou que vous avez un référent RSE dans votre entreprise, mais cette personne-là, c'est un peu le chef d'orchestre. Ça ne peut pas être la personne qui s'occupe de tout faire à la place et pour tout le monde. On a vraiment besoin d'avoir un groupe projet RSE composé des différents métiers de l'entreprise, si possible qui mixe les niveaux hiérarchiques et qui permet au référent RSE de pouvoir déployer la démarche en interne parce qu'elle aura la compréhension et l'implication des membres de l'entreprise. Premier ingrédient indispensable. Deuxième ingrédient, c'est d'avoir des temps de sensibilisation réguliers. La RSE, c'est pas bien compliqué, mais c'est quand même très vaste, très global. Et parfois, on touche à des sujets qui relèvent de la conviction ou des valeurs. Et on touche à des sujets qui peuvent parfois être un peu compliqués à appréhender, comme par exemple le bilan carbone ou les achats responsables. Et une démarche RSE qui fonctionne, c'est une démarche RSE qui répète les mêmes messages, peut-être de manière différente, sur des supports différents. Ça peut être une affiche, un webinaire, un atelier en présentiel, une formation en ligne. Mais ces temps de sensibilisation des collaborateurs sont vraiment indispensables pour pouvoir faire vivre la démarche, élever leur compréhension et contribuer à leur motivation. Plus on comprend un projet, plus on comprend la RSE, plus on a envie de s'y investir. Parce qu'on voit forcément les avantages que ça nous apportera, tant au plan perso qu'au plan collectif, impact sur la planète et donc potentiellement avenir de nos enfants, etc. Troisième ingrédient indispensable, c'est d'avoir du temps tout court. Là, je vous ai dit du temps de sensibilisation, mais à vrai dire, il faut du temps tout court, d'accord? C'est vrai que la RSE demande un investissement en temps, mais qui est vite remboursé par les avantages que ça apporte. Prenons l'exemple d'une PME d'une quarantaine de personnes. Je préconise que le référent RSE puisse avoir une demi-journée toutes les 2 semaines dédiée à ce sujet. Évidemment, on peut faire des choses avec moins de temps, de la même manière qu'on peut faire des choses avec plus de temps. Là, je vous partage juste un petit indicateur pour que vous ayez une idée d'un bon compromis entre pas beaucoup de temps et beaucoup de moyens en temps. Donc, une demi-journée toutes les 2 semaines, pour le référent RSE, permet vraiment, à mon sens, de pouvoir quand même lancer le projet, le piloter, le suivre et le déployer.
4e ingrédient, c'est d'associer ces parties prenantes en interne, mais aussi en externe. Les parties prenantes externes, c'est simple, on va retrouver les clients, les fournisseurs, les prospects, le territoire, etc. C'est très important d'associer ces parties prenantes à la démarche RSE, parce que normalement, si vous respectez la bonne méthode de la démarche RSE, vous allez dialoguer avec ces personnes-là pour identifier leurs attentes et contribuer, grâce à votre démarche RSE, à l'atteinte de ces attentes. Je vous donne un exemple. On voit plein d'entreprises, enfin quelques entreprises, qui, dans le cadre d'une démarche de qualité liée au travail, met en place un baby-foot dans leur salle de pause. Et ensuite disent, nous, on a une démarche QVT qui contribue à notre démarche RSE. Alors, évidemment que c'est pourquoi pas une bonne idée, mais peut-être que s'ils interrogeaient leurs collaborateurs sur quelles sont vos attentes et vos besoins d'un point de vue relations et conditions de travail, peut-être qu'ils se rendraient compte que les attentes, c'est un management plus bienveillant, parce qu'actuellement, les managers, ils sont tellement tendus que tout le monde se crie dessus. C'est du matériel ergonomique, parce qu'on passe notre temps assis devant un PC et que, très franchement, la chaise, on n'en peut plus. Ça peut être une politique de rémunération transparente, parce que moi, j'ai sincèrement l'impression que mon voisin, qui en plus bosse moins que moi, est mieux payé. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'associer ces parties prenantes, parce que ça permet de mettre en place des engagements RSE qui correspondent à la réalité de leurs attentes. Idem pour vos clients et idem pour vos fournisseurs. Un autre ingrédient indispensable, c'est d'avoir du soutien de votre équipe com. Alors, je dirais peut-être pas que c'est indispensable, mais en tout cas, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, parce que quand on a le soutien de notre équipe communication, leur compréhension du sujet et du temps qu'ils nous octroient pour nous aider à faire vivre le projet, à le communiquer en interne et à mettre en page de la documentation positive et sympa, et naturellement, on augmente la réussite de son projet RSE. Donc, vous l'aurez compris, un projet RSE intègre vraiment plusieurs dimensions et tous les métiers de l'entreprise, mais vous allez devoir vous créer des alliés, et l'équipe com fait particulièrement partie de vos alliés. Autre exemple indispensable, c'est l'engagement de la direction. Pourquoi? Parce que la direction va donner la vision, le cap RSE que l'on souhaite suivre. Ils vont aussi naturellement donner des moyens humains, temporels et financiers. Et ils vont pouvoir aussi un peu recadrer éventuellement les managers qui contribueraient peu à la démarche, ou les services qui n'auraient pas encore enclenché la transition. C'est vraiment important que la direction porte de manière haute, forte et claire l'importance que représente la démarche RSE. Donc déjà, si vous avez une démarche RSE en cours ou déjà en place, vous pouvez vous poser la question de: est-ce que vous avez tout ça? 7e ingrédient indispensable, c'est de prioriser les enjeux RSE. Vous le savez peut-être, la RSE est structurée selon une norme qui s'appelle la norme ISO 26000, qui vient définir la RSE 7 thèmes. Ces 7 thèmes sont divisés en 35 sous-thèmes. Et naturellement, quand on lance sa démarche RSE, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas mettre ces 35 sujets en priorité numéro 1. Il s'agit de les prioriser. Je vous présenterai tout à l'heure comment le faire, afin de mettre en place un plan d'action qui se concentre surtout sur ce qui est le plus pertinent et le plus prioritaire par rapport à votre secteur d'activité, votre taille et vos objectifs. En parlant d'objectifs, ça nous permet de passer au 8e ingrédient indispensable. C'est indispensable d'avoir des objectifs qui soient SMART. On reprend l'acronyme, des objectifs spécifiques, mesurables, donc chiffrés, atteignables, c'est-à-dire qu'on se fixe quand même des choses que l'on peut obtenir, réalistes et positionnés dans le temps. Un objectif pourrait être, par exemple,
de réduire de 15 notre impact carbone d'ici 2025, par exemple. Ce qui impliquerait d'avoir fait un bilan carbone avant, et cetera. Donc des objectifs et des indicateurs de pilotage, c'est super important, ne serait-ce que pour mesurer l'avancée et la réussite de votre projet. On avait fait un webinaire sur les indicateurs il y a quelques mois, donc vous pourrez le retrouver sur la page YouTube. Moi, je préconise vraiment d'avoir des indicateurs dès le départ, même si l'indicateur est tout vide ou est super mauvais ou bas. Peu importe, c'est ce qui va permettre justement de constater d'année en année à quel point on progresse et tous les progrès qu'on a réussi à faire. 9e ingrédient, ce sont des outils et des méthodes, donc je vous en présenterai tout à l'heure. Et je pense que c'est bien ça l'avantage de se faire accompagner par un cabinet de conseil RSE, comme Rupture Engagée par exemple, c'est que ça vous permet d'obtenir un cadre, des méthodes, des outils et des connaissances qui évitent que vous vous éparpilliez dans tous les sens et que vous commenciez par quelque chose qui est non pertinent pour le moment et que vous ne sachiez pas trop comment prendre tel ou tel sujet. Donc, que ce soit de manière accompagnée ou non, structurez votre démarche. Structurez la démarche, structurez la méthode, appuyez-vous sur des outils, formez-vous pour bien comprendre l'étendue de la démarche RSE et soyez patient aussi parce que c'est une démarche qui forcément se construit petit à petit. Et enfin, le 10e ingrédient que je voulais vous citer, je viens de vous le dire à l'instant d'ailleurs, c'est de la patience et de la persévérance parce que imaginons que vous êtes le référent RSE de votre entreprise. Ça veut dire que probablement, vous êtes quelqu'un de personnellement sensible ou engagé sur ces sujets-là. Et donc, vous allez vouloir, un peu comme un chevalier, embarquer tout le monde très vite, avoir des résultats très forts. Un jour, on m'a dit que la manière la plus rapide de mettre en place sa démarche RSE, c'était d'y aller petit à petit. Et c'est vrai que maintenant, je le répète tout le temps à mes clients parce que je le constate énormément, il faut être patient. Tout le monde ne va pas au même rythme. Beaucoup d'engagements demandent peut-être des moyens qui demandent de se structurer, de s'organiser. Donc soyons patients et soyons aussi persévérants parce que de toute manière, une démarche RSE, c'est une démarche d'amélioration continue. On n'aura jamais terminé, on n'aura jamais le niveau 100% sur absolument tous les sujets. Donc petit à petit et de manière régulière et sans s'arrêter, mettre en place cette démarche. Je vous ai mis les petits plus. Par exemple, dans la pâte à crêpes, parfois, on va rajouter un peu de bière ou un peu de rhum. Chacun a son petit plus en fonction de comment, parfois même de quelle région il vient. Les petits plus en RSE, les petits plus dans les ingrédients que l'on peut rajouter, ça va être par exemple innover, ne pas hésiter à tenter des choses, à être original, à expérimenter des bonnes pratiques, etc. Et le deuxième petit plus, à mon sens, c'est de sortir du cadre. C'est-à-dire ne pas faire de la RSE que dans son bureau, au travers de son fichier Excel tout le temps, mais ne pas hésiter à mobiliser ses collaborateurs dehors, comme par exemple lors du World Cleanup Day, qui est la journée mondiale de ramassage des déchets. Ou alors, par exemple, nous, on propose une formation qui se fait sur un voilier. Sortir du cadre, ça permet vraiment de pouvoir apporter ce petit plus qui fait qu'on va avoir envie de contribuer à la démarche RSE et d'y participer. Hop. Les étapes à suivre. Tout à l'heure, je vous parlais de la méthode de la pâte à crêpes, qu'il fallait forcément remuer, qu'il fallait forcément verser et étaler la pâte à crêpes dans la poêle. OK, on a aussi des étapes à suivre en RSE pour réussir sa démarche. La première étape consiste à préparer sa démarche RSE. Donc, pour préparer votre démarche, je vous conseille d'identifier les avantages de pourquoi votre entreprise spécifiquement a besoin ou souhaite mettre en place une démarche RSE. Quels pourraient être les freins éventuels et donc anticiper à comment les lever. Définir vos objectifs RSE
sur le court terme, le moyen terme et le long terme, avoir un peu une stratégie, hein, savoir le cap que vous souhaitez suivre, identifier les moyens que vous pouvez allouer, autant des moyens humains, financiers que temporels. Vous former dans l'étape préparation, c'est très important de vous former. Je vous ai dit, il y a 35 sous-thèmes en RSE. C'est pas que le tri des déchets, c'est pas que le bilan carbone, c'est bien plus vaste. Donc n'hésitez pas à vous former sur qu'est-ce que la RSE et comment mettre en place la démarche. Ça pourrait vraiment vous aider à passer à la suite. Et la dernière étape, de la partie préparée, c'est de constituer le groupe de travail. Donc pour ça, vous pouvez faire un appel à volontaires, vous pouvez organiser une réunion d'information, vous pouvez créer une fiche de poste de en quoi ça consiste de faire partie du groupe projet RSE. Voilà. Faites bien attention à cette phase de préparation parce que si vous vous lancez et que vous vous rendez compte qu'il manque la farine, qu'il manque le batteur et qu'en plus vous savez même pas combien de temps il faut faire cuire les crêpes, voilà, ça risque forcément de perturber la suite. Ensuite, on va rentrer dans l'étape de structuration. On a des étapes indispensables. On ne peut pas ne pas les faire, comme par exemple le fait d'identifier ces parties prenantes et de les hiérarchiser. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, une démarche RSE efficace et rentable, c'est une démarche RSE qui intègre ces parties prenantes internes et externes, qui les fait participer, qui les sollicite, qui dialogue avec elles. Dans la partie structuration, on va aussi retrouver cet exercice de priorisation des enjeux RSE. Parce que comme on l'a dit, on ne peut pas se concentrer sur tout, il faut se concentrer sur ce qui est le plus pertinent. Et pour réaliser cet exercice de décider de ce qui est pertinent, on a un outil qui s'appelle la matrice de matérialité, qui permet de pondérer les sujets en fonction du niveau d'impact que ça a sur l'entreprise et son activité, et en fonction de l'attente que ça représente pour les parties prenantes. Et enfin, dans la partie structuration, la dernière étape que je préconise, c'est de faire un diagnostic de l'existant, de faire un audit, une évaluation pour comprendre tout ce que vous faites déjà de bien. Et c'est sûr que vous faites déjà plein de choses de bien. Comme toutes les entreprises qu'on accompagne, jamais personne ne part de zéro. On a forcément déjà plein d'initiatives, plein de bon sens finalement au quotidien. Par contre, on se rend compte que c'est pas tout le temps formalisé, mais au moins ça existe dans l'entreprise. Dans la partie déploiement, il va s'agir de formaliser justement sa démarche RSE et ses engagements. Donc, partie déploiement, vous pouvez construire un plan d'action. Donc, faites bien attention dans votre plan d'action à ce qu'il y ait une équipe projet, des indicateurs, un rétro-planning, un objectif, des sous-actions associées, etc. La clé dans le déploiement, vraiment, ça va être les indicateurs de suivi et l'implication de ses collaborateurs des différents métiers dans le déploiement de ce plan d'action. Et enfin, dans la partie communication, donc honnêtement, communiquer et valoriser sa démarche, c'est souvent un oubli de la part des entreprises, pour différentes raisons. La première raison, c'est que parfois on se sent pas spécialement légitime à parler de ce qu'on fait de bien parce qu'on pourrait faire encore tellement de choses de mieux qu'on se dit que voilà, qu'on n'a peut-être pas notre place à en parler, à le valoriser, notamment en externe. Et la deuxième raison, c'est que souvent, on ne sait juste pas quoi dire, pas quoi faire, sous quel support, quel message. Enfin, c'est quand même, je peux comprendre que ce ne soit pas évident de mettre en valeur ces engagements RSE en interne et en externe. Donc là-dedans, vous pouvez déjà vous former à la communication responsable, qui va vous former autant dans le fond que dans la forme sur comment communiquer et valoriser vos engagements. Vous pouvez également rédiger du contenu, des rapports RSE, des chartes RSE, des affiches de sensibilisation sur les éco-gestes, sur la pollution numérique, sur la mobilité douce. Ça, c'est vraiment mon petit conseil, c'est afficher la RSE sur les murs. Souvent, je dis qu'il faut afficher la RSE sur les murs et sortir des murs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi.
Et n'hésitez pas à être un peu innovant, c'est-à-dire utiliser vos réseaux sociaux, organiser des webinaires. En fait, cette partie communication et valorisation, elle a vraiment comme objectif de faire vivre votre démarche RSE. Vous voyez, de la rendre vivante, de la montrer, de la rendre dynamique et de donner envie aux collaborateurs de s'investir, aux prospects de signer avec vous plutôt qu'à une autre, aux candidats de rejoindre votre entreprise parce que vous avez des engagements, etc. C'est vraiment l'étape qui permet d'obtenir le retour sur investissement de tous les efforts qu'on a fait avant. Allez, on va terminer ce webinaire avec une petite astuce. J'ai mis focus sur le cuisinier, alias le responsable RSE. Responsable RSE, référent RSE, pilote RSE, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, la personne qui doit s'occuper de faire vivre le projet et de le coordonner. Moi, je dis souvent que cette personne, c'est un chef d'orchestre. Elle ne doit pas, elle ne peut pas d'ailleurs, jouer tous les instruments avec ses deux mains et sa seule bouche. Par contre, le chef d'orchestre peut orchestrer, animer, encadrer tous les musiciens pour faire vivre la mélodie. On aura peut-être un prochain webinaire sur la RSE et le chef d'orchestre. En tout cas, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'un bon responsable RSE, c'est quelqu'un qui a un bon esprit d'équipe et un bon relationnel, parce que vous l'aurez compris, on a besoin d'échanger et de dialoguer avec ses collaborateurs. Une personne qui dispose de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse. Pédagogue, parce que ce n'est pas un sujet particulièrement évident pour tout le monde. Et c'est un sujet tellement vaste qu'on a besoin, comme je vous l'ai dit, de répéter, de manière différente, plusieurs fois. Et la pédagogie, c'est vraiment une compétence clé. Innovation, créativité, leadership, voilà, quelqu'un qui arrive à fédérer les troupes, quelqu'un d'adaptable, parce que s'il y a bien quelque chose qui est sûr, c'est qu'une démarche RSE se passe rarement comme prévu. Et on doit forcément se réadapter à des nouvelles réglementations, à des nouvelles tendances, à des nouvelles attentes, etc. Et pour cette raison-là, on a aussi besoin que le responsable RSE soit une personne curieuse, parce qu'on a un vrai sujet de veille réglementaire et de veille de bonnes pratiques. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait vous partager sur la RSE et la pâte à crêpes. Donc, je vous remercie pour votre temps et votre écoute. On a d'autres webinaires organisés. Le prochain, c'est le 26 octobre. Donc, c'est la RSE et le permis de conduire. 22 novembre, la RSE et le cadre d'un tableau. Et le 21 décembre, la RSE et le sachet de thé. Et vous pouvez retrouver toutes les prochaines dates aussi jusqu'à 2024 sur notre site internet dans l'onglet événements. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'arrête l'enregistrement et qu'on réponde ensuite à vos questions. Merci.